Bonjour les créatifs et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Tailored Wellness. Et aujourd'hui, je vous parle de se démarquer et être soi. C'est un peu l'idée de trouver sa voie et qu'est-ce que c'est que être soi. C'est compliqué comme sujet. C'est assez intense aussi. Être soi, c'est d'ailleurs le nom du coaching que j'ai parlé avec Yola à voir dans notre épisode. Moi, la première chose qui me vient, c'est est-ce que être moi, j'ai déjà eu peur d'être moi et pourquoi? Et en vrai, je crois que oui. Parce que souvent, allez, on va partir très loin dans un passé lointain. Quand vous êtes au collège ou au primaire et qu'on vous dit que vous êtes trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, à la fin, la fin du truc, c'est toujours ne pas être soi, c'est ou être trop, être pas assez. Mais jamais être juste. Et je pense que être soi, c'est être juste. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est important dans le travail d'être soi-même, d'être juste, d'être aligné. Et c'est souvent difficile entre les attentes inconscientes qu'on a envers nous-mêmes, les attentes des autres, les pressions sociales, familiales ou culturelles, voire du milieu dans lequel on évolue. Et je pense que même dans la mode, c'est quelque chose qui est assez performatif. Et c'est pour moi un vrai challenge parfois de se dire que qu'est-ce que je peux montrer de moi, qu'est-ce qui est OK à être public de moi, qu'est-ce qui est absolument pas OK et pas prêt, et qu'est-ce qui ne le sera jamais, qu'est-ce qui est complètement privé et que je ne révélerai jamais, du moins dans l'intime, enfin qui reste dans l'intime plutôt. Mais c'est toujours, ouais, c'est avoir aussi cette vulnérabilité de se montrer et d'être prêt à se révéler. Et quand je pense à mes collections, ça a été beaucoup d'introspection sur chacune d'elles, même si je disais dans un autre épisode qu'il y avait parfois un peu cette idée de moule quand je suis entré à Paris. C'est avant tout une quête aussi de soi. Dans l'ADN de la marque, il y a vraiment cette idée que le soi est toujours en transformation et en changement. Et c'est pour ça que les vêtements ont toujours des plis ou des couches, comme un espace qui se transforme, comme nous-mêmes, où le vêtement devient un accompagnant de se découvrir et se révéler, se dévoiler. C'est encore une fois important, mais c'est surtout un challenge par moment de apprendre un risque à se révéler, se dévoiler. C'est le but de ce podcast, hein, de pouvoir parler de soi un peu plus et de montrer d'autres aspects de moi que je ne montre pas forcément dans le travail tous les jours et surtout de manière publique sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un moment où voilà, l'action de faire ce podcast, c'est aussi à un moment donné me choisir et me dire que je suis comme ça. Je peux être un peu le clown, je peux être un peu le chef d'entreprise, un peu bossy parce que une entreprise doit avancer. Comme des fois ne pas être du tout sûr de ce que je propose, d'être dans des doutes avec ma sensibilité, parfois trop sensible, parfois complètement fermé sur moi-même parce que c'est trop, il y a trop de choses. Donc quand on dit hypersensible neuroatypique, c'est des vagues et des vagues et des vagues d'absorption de choses. Mais c'est un chemin de découverte et c'est aussi pour ça que j'ai créé la marque. Aussi quelque chose qui est assez particulier, c'est que j'ai cette tendance à être un caméléon. C'est-à-dire que dans un contexte ou un espace donné avec des personnes données, le moi change. Est-ce que c'est quelque chose lié à l'adaptation de traumatique, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une vraie capacité sociale à pouvoir se merger dans n'importe quel contexte? Choisir qui est quoi, quel revers de la pièce, je ne sais pas. Mais c'est un peu le sujet parfois d'essayer de me comprendre moi-même sur alors attends, est-ce que c'est de l'adaptation ou est-ce que c'est vraiment moi sur ce sujet-là? Je ne sais pas, je n'ai pas toujours les réponses. Faut pas croire que c'était toujours bien là-dedans. Mais pour arriver à cette question de créativité, ça a été vraiment, à travers chaque collection, trouver sa patte, trouver sa voix, trouver son chemin, trouver qu'est-ce que je raconte à quel moment, pourquoi ces détails-là sont plus moi, pas assez moi, ça c'est trop moi, pas assez moi. Et c'est définir son identité créative sur qu'est-ce qu'est Steven Passaro en tant que produit, en tant que marque et en tant que designer. Il y a des éléments qui sont purement visuel, où je vais retrouver des codes type le plissé, les plis, le tailleur, la déconstruction du tailleur, le côté aussi nature, floral. Dans des collections, des choses qui ne marchaient pas vraiment trop en termes de styling ou en termes de maquillage. C'est un chemin qui est, on va dire, obligatoire pour pouvoir à un moment donné se dire, OK, dans tout ce que j'ai produit jusqu'à présent, j'ai trouvé la patte. Ça me ressemble. Ça me ressemble pas. Ça, c'est un peu trop loin de mon spectre. Ça, c'est plutôt proche.
Et on est sur un mélange de tout ça qui va constituer du coup un univers créatif. Et maintenant, mon but, c'est qu'à chaque collection, c'est que je me pose cette question, est-ce qu'on est sur une évolution du moi, ou est-ce qu'on est loin de moi, ou est-ce que ce n'est pas moi? Moi au sens de marque et de créateur. Donc c'est très important. Et je pense que le processus là, il n'existe pas de manière, il n'y a pas d'autre recette magique. Il est dans le temps et dans la recherche et l'erreur. Et il n'y a pas d'autre solution que ça. Ça rappelle un peu cette phrase de Rick Owens qui disait, qui était à un moment donné virale sur TikTok, c'est learn how to make clothes, don't do collages, it's bullshit. C'est un peu ça. Tu peux pas arriver sur quelque chose en mode tiens, hop, voilà, ça c'est moi. Bah non, parce que toi tu n'es pas une feuille de papier ni un mur de briques, tu es quelque chose de vivant qui change, tu as des influences, tu as un cerveau, tu es en constante évolution. Et c'est humain, c'est vivant, donc ça évoluera. Et je crois pas trop à des choses radicales. Pour moi, chaque prochaine collection est une évolution de la précédente. C'est toujours un chemin. Et sur les différents thèmes que j'ai pu aborder dans les collections, que ce soit le héros de l'intérieur, la beauté du changement, Moon Clover sur la dernière, on est toujours sur creuser avec différents prismes, mais un sujet central qui permet de pas trop s'éloigner non plus. Et après, des fois, il y a des techniques qui viennent nouvelles, qui se rajoutent, qui évoluent, mais on reste sur quelque chose de ça assez centré. Et je pense que c'est parfois difficile, surtout qu'on est tout le temps face à des images nouvelles, dans un milieu où il y a toujours des choses qui changent, qui avancent, et puis il y a des trends et des machins que je ne suis absolument pas, c'est pas du tout ma voie. C'est plus le travail de Craig Green que j'aime beaucoup, où en fait, chaque collection, c'est une histoire centrale, mais c'est une évolution qui change et qui évolue, où on est sur un artiste qui affine son trait plus que changer de toile ou d'outil, etc. En tout cas, c'est ma vision. Choisir sa voie, c'est pas tout le temps non plus quelque chose qui est, comment dire, facile. Je pense juste à un élément dans ma vie où j'ai dû choisir mes études parce que j'ai fait un bac en ST électronique, puis après j'ai fait de l'archi, puis j'ai voulu faire de la com, puis machin. Et en fait, c'était jamais facile. Et je me souviens toujours de cette image de ah, ben les études, c'est une ligne droite et on va pas s'éparpiller. En fait, j'ai tout fait sauf la ligne droite complètement. Ça a été les serpents dans tous les sens et des chemins sinueux, des pauses et des remontées et des descentes. Mais tout ça a nourri ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, en choix, c'est surtout ma vision et tout ce que j'ai appris dans le passé, même d'autres univers, nourrissent mes éléments de décision actuelle. Et le plus gros exemple, c'est la 3D. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille depuis le début de lancement de la marque avec des outils 3D de développement, de patronage virtuel, aujourd'hui qui s'appelle Style 3D. Et l'idée, c'est comme l'architecture. En architecture, on ne fait pas de maquette échelle 1 du bâtiment qu'on fait. On fait des maquettes en 3D, en digital. Et l'idée, c'est de faire la même chose avec les vêtements. Donc, sur les logiciels, je développe toute la collection en coupe à plat sur le logiciel avec un avatar à échelle type de notre charte de mesure qu'on utilise un peu dans les défilés et dans les produits, qui est un 48 européen. Et tous les vêtements sont présentés en 3D. Et on décide du coup du design avant de jump sur les prototypes réels en 3D. On a aussi la possibilité de scanner les tissus, ce qui permet de voir le visuel et aussi la mécanique. Donc, c'est encore une fois un outil de virtualisation. Et à la fin, une fois que la 3D est prête et que le design est validé, j'imprime le patronage, je passe en montage, soit en interne pour les pièces un peu plus prestige, soit en délégué en usine, en atelier, à l'extérieur pour le prêt-à-porter. Ce qui est un gain de temps incroyable, qui est une démarche vraiment éco-responsable. Et honnêtement, tout le monde s'en fout à l'heure actuelle, ou presque. Mais j'y crois depuis 5 ans et je me bats pour ça. Parce que même si on ne fait pas tout et qu'il y a des choses qui sont bloquées, il y a 2 ans, j'ai fait le calcul un peu sur 1 an. 2 collections, 60 références. C'est une économie quand même de 100 000 € de matériel. Et je comptais pas la main-d'œuvre humaine ni le reste. Et c'était, je crois, 5 000 tonnes de CO2 en moins dans l'air, ce qui n'est pas négligeable.
Si vous prenez cette technologie et que vous la mettez à l'échelle d'une maison de luxe, d'un gros groupe, on est, je pense, à quelques millions d'économies par an et c'est pas négligeable, je pense, surtout en 2025. Donc moi, ouais, l'innovation, ça a été un choix aussi de ma voix. Et je vais rebondir sur un peu le côté, mon côté un peu geek et nerd. Quand j'étais plus jeune, je jouais aux Sims. Donc un peu là, en gros, mon travail, c'est un peu jouer aux Sims, mais une version professionnelle. Hein. Je me souviens, je passais de mes nuits des fois à comprendre comment faire un objet 3D, pour changer la coupe de cheveux du Sims, le remettre dans le logiciel, apprendre Blender. Et en fait, cette même énergie que j'ai sur cette curiosité technologique, je l'ai dans mon travail aujourd'hui grâce à cette innovation. Ça, personne ne le sait, hein, mais je suis un gros geek et je joue aux jeux vidéo aussi. Hein. Du moins, au maximum. D'ailleurs, parenthèse, dernier Assassin's Creed, plutôt pas mal. Les visuels, tout, l'esthétique. C'est pas forcément ce qui m'inspire pour le travail, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé qui me prend les mains et la tête pour pas que je sois sur mon téléphone en train de swipe sur TikTok ou Instagram ou je ne sais quoi et qui m'échappe un peu de ma vie de tous les jours. Donc, la technologie est importante. Et en parlant de technologie, aujourd'hui, on est tous sur l'IA. Donc, pendant le Covid, c'était les NFT, blockchain, ce que vous voulez. Hein. Tous ces gens-là se sont convertis en IA. Donc maintenant, c'est IA-ci, IA-là, IA-B, IA-B-C. Pour moi, il y a toujours un peu un motto là-dessus, c'est la technologie doit rendre service et répondre à un besoin, et elle ne doit pas créer un besoin. C'est-à-dire qu'elle doit être là pour nous aider à aller plus vite dans le quotidien, mais elle ne doit pas remplacer de l'être humain vraiment. Elle doit aider l'être humain à être plus rapide. Et c'est un peu ma définition de la technologie et de comment l'utiliser dans mon travail. Je vais l'utiliser des fois pour une petite retouche photo parce que c'est beaucoup plus rapide, pour bien sûr un texte sur ChatGPT parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais l'être humain doit rester quand même à la place, au centre des choses. C'est essentiel et la technologie n'a pas d'émotion. Dans mon travail, je parle beaucoup d'émotion. L'humain a de l'émotion, l'humain sait créer de l'émotion, mais la technologie ne sait pas. Elle sait la répliquer peut-être, et encore ça peut se discuter. Voilà, il y a encore plein de flou là-dessus et ça va bouger dans les prochaines années. Mais en tout cas, voilà, l'innovation est mon outil et c'est pour moi aussi quelque chose qui me permet de me démarquer dans ma voie, pas en tant qu'être moi-même en tant qu'individuel, mais du moins être différent en termes de business. Et comme j'ai pu expliquer dans un autre épisode, c'est devenu un outil aussi où on peut aider le client à se projeter, personnaliser l'expérience et vraiment se rapprocher le plus possible de la réalité du produit sans dépenser un centime en matière première pour l'instant et d'avoir vraiment une évolution responsable. Est-ce que demain sera toujours le cas? Je pense que oui, parce qu'on aura toujours des outils qui vont s'ajouter et se développer. Je pense honnêtement aujourd'hui être l'un des pionniers. Les maisons sont très en retard. Je les vois commencer un peu à se réfléchir, mettre en place, on est en retard, comment on fait, etc. C'est plus compliqué pour une maison parce que vous imaginez qu'une maison, c'est comme une grande roue sur une route qui va devoir être voilà, envoyée, alors qu'une petite maison qui est une petite roue qui va pouvoir... alors oui, elle est plus petite, mais il y a moins de hauteur, donc elle va beaucoup plus vite à mettre en place les choses. Et ça, c'est aussi la flexibilité sur des petites maisons. Comment on sait quand c'est pas soi et quand c'est soi et quand on est aligné ou on ne l'est pas? Je pense que vraiment, on a tous une intuition à l'intérieur de nous, une petite voix, et que cette voix, elle est souvent des fois étouffée par toutes les angoisses et toutes les blablabla. Je sais que parfois, mon erreur, c'était de beaucoup écouter les autres. Quand j'ai des questionnements, quand j'ai des doutes, où je vais aller prendre conseil telle personne parce que c'est un expert, prendre l'autre personne parce qu'elle a beaucoup d'expérience, tu sais. Et à la fin, on rentre et on est face à soi et on se dit, mais ça c'est contraire, ça j'y crois pas. Là, elle m'a dit ça, mais en fait, c'est pas du tout ce que je pense aujourd'hui du milieu parce que sur les faits que j'ai fait mes recherches, il y avait écrit ça. Et en fait, ça crée plus de brouillard que de clarté. Et la meilleure chose parfois, c'est de tout lâcher, de se recentrer, de partir en nature ou prendre une douche ou je ne sais quelle activité autre que de chercher la solution à ces réponses. Et les réponses viennent souvent d'elles-mêmes. C'est toujours le cerveau vous donne ce que vous avez besoin au moment où vous ne le cherchez pas. C'est très bizarre, hein, mais c'est un peu
essayer de forcer sur un bouton alors que ça marche pas, et puis vous le laissez, et puis il vient tout seul. C'est comme une fleur, hein. On laisse tranquille, elle va fleurir, alors que si vous commencez à la bidouiller, etc., elle va pas aimer. C'est pareil avec les idées. Faut que ça se fasse un peu tout seul. Et surtout, se faire confiance si on fait une erreur ou il y a quelque chose qui n'est pas forcément, comme je peux le dire tout à l'heure, qui n'est pas 100% lié avec soi, c'est OK. C'est pas quand on prend une mauvaise route par le GPS qui va nous dire putain de merde, t'as pris le mauvais chemin. Non, on recalcule. On se redirige, on se recentre. Et c'est aussi bien parfois d'avoir, en gros, une feuille A4 ou des guidelines ou un vision board, mood board visible dans son atelier, dans son espace créatif, où on a 5 mots-clés, 10 images qui racontent, OK, voilà ce qui est moi, ce qui est vraiment le centre, le nœud, et ça, faut pas que j'oublie. Et une autre chose, ça serait tout ce qui se répète. Je sais que dans mon travail, par exemple, il y a des choses qui sont répétées de manière un peu inconsciente. Tout ce qui se répète fait donc partie de moi. Parce que ça revient. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu quelque chose de intuitif, je ne sais pas, mais du moins du non visible, les choses qui se répètent font partie de moi. C'est une croyance que j'ai. Peut-être qu'elle s'applique à vous ou pas. Mais voilà, c'est mon conseil un peu pour rester sur se démarquer et être soi. Et pour conclure, sur la notion de se démarquer ne veut pas forcément tout le temps dire réinventer la roue, changer le monde, mais plus voici ma vision, comment moi je le vois et comment moi je le ferais. Et exprimer son point de vue et avoir le courage d'exprimer son point de vue. Chose que je n'ai pas toujours fait non plus, hein, je l'avoue. Mais c'est, voilà, quand je vois toute cette nouvelle génération qui est sur les réseaux sociaux à prendre la parole face caméra, c'est très dur comme exercice, mais c'est aussi, on en apprend beaucoup en le faisant. Donc n'ayez pas peur de vous démarquer, de prendre la parole. En conclusion, je vous dirais que l'action imparfaite est meilleure que l'inaction. Toujours. Si vous vous faites bloquer, respirez et lancez-vous.